Oui, ça soulève la question du temps, la façon dont le temps intervient dans la cure, dans la psychanalyse. Et comme je l'ai dit en réponse à la question précédente, euh, ça a aussi à voir avec l'angoisse, bien entendu. Le moment où l'angoisse se manifeste, c'est comme un signal, pas forcément dans le sens où Freud l'a entendu, mais comme un signal qui permet de penser à autre, qui indique autre chose. Euh, et donc, ce que Freud nous enseigne dans les différentes observations cliniques qu'il a publiées, c'est l'importance cruciale qu'il accorde au temps, au moment où un élément surgit pour la première fois dans le discours de l'analysant. Et quand on lit, par exemple, l'observation ou d'étaler le plus loin dans l'exploration de ce facteur temporel dans l'homme au loup, quand on lit cette observation, on voit à quel point il insiste, parfois de façon pénible, sur le moment où un élément est apparu pour la première fois. Il essaie de dater, de retracer les moments de l'histoire. On ne peut pas chaque fois faire ça, c'est pas toujours possible de faire ça au cours d'une cure, mais on est obligé de chaque fois que quelque chose est mentionné, de poser la question, de se poser la question, et parfois poser la question à l'analysant, c'était quand? Vous parlez de quel moment? Et souvent ça transforme complètement la chose. Parce que c'est très différent si une phrase qui est citée correspond à l'âge de 20 ans, ou à 12 ans, ou à 6 ans, voilà. Donc, c'est le moment dans la vie où quelque chose s'est produit. Et donc, ce qui permet d'inscrire les choses dans leur temps. Et c'est ce qu'on essaie d'obtenir au cours d'une psychanalyse, que quelque chose bouge, que les choses ne restent pas telles qu'elles sont. Et pour introduire un changement, ça veut dire introduire le temps, qui est absolument indispensable. Et souvent les gens, en contrôle, je suis beaucoup confronté à cette question, de dire, voilà, c'est le facteur temporel là qu'il est important de considérer, c'est la difficulté parfois pour les praticiens de repérer les choses dans le temps. Ils présentent comme du matériel, comme si tout était dans une synchronie. Une synchronie comme si tout se passait sur un même plan temporel. Alors que, et donc à ce moment-là, on peut faire des développements, intervenir sur le signifiant, etc. Le signifiant a cette particularité, et Lacan y insiste beaucoup, d'être défini par une synchronie, mais il n'est pas sans rapport à la diachronie. La synchronie veut dire que si quelque chose apparaît dans le discours de l'adulte, ça peut évoquer toute une chaîne signifiante qui est là dès le début, et qui est explorée, qu'il découvre au cours de sa psychanalyse, c'est-à-dire qui constitue son inconscient. Freud dit de l'inconscient qu'il est atemporel. Mais ça, c'est toute une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en tout cas, ça nous évoque que ce qui est au niveau de l'inconscient, d'abord, traverse le temps, de façon plus ou moins immuable, et que ce qui traverse le temps donne quand même lieu à des formations de l'inconscient. À des formations de l'inconscient qui sont, bien sûr, toutes les formations que Freud énumère et qui sont essentielles, sur lesquelles nous travaillons, qui sont le rêve, le mot d'esprit, le lapsus, l'acte manqué, surtout le symptôme, qui est considéré comme une formation de l'inconscient. Et donc qui se réfère à une structure synchronique du signifiant. Mais d'un autre côté,
le temps intervient dans la psychanalyse sous la forme de la répétition. Et donc, c'est le point essentiel auquel Freud s'est heurté à un moment donné, de se rendre compte que la simple intervention au niveau du signifiant, lui il le traduisait autrement, il le disait dans d'autres termes, il disait que la simple interprétation, donc qui intervient sur les formations de l'inconscient, peut ne pas faire bouger les choses. Parce qu'il y a autre chose qui est derrière, ce principe de la répétition qu'il va associer dans l'au-delà du principe de plaisir à la pulsion de mort. Et donc la répétition, d'une certaine façon, fait intervenir la synchronie du signifiant, mais introduit aussi une différence. On n'a pas accès à la différence sans la répétition. Et donc c'est à l'analyste de repérer ce qui se répète dans le discours, ou de repérer que ce que l'analysant dit de son symptôme, de l'actuel, est déjà une forme de répétition, de quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. Et si on accède à cette notion de répétition, on peut développer un sens pour ce qui, dans cette répétition, n'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc c'est dans la mesure où quelque chose se répète, comme Lacan dit, revient à la même place, c'est ce qui permet de se rendre compte que ça ne revient pas tout à fait à la même place, qu'il y a quand même une petite différence. Si le patient dit « ça fait des années que je fais le même rêve », donc ça c'est quelque chose qui est assez souvent qu'on entend, où il dit « je fais le même rêve », parfois il dit même « je fais le même rêve depuis mon enfance », ou il dit « j'ai fait un rêve qui me rappelle un rêve que j'ai déjà fait comme enfant ». Ça veut dire à la fois la synchronie, donc il y a quelque chose qui se répète, mais il y a aussi une différence. Et donc la différence, elle ne s'invente pas, mais elle s'appuie sur quelque chose. Et donc sur quoi elle s'appuie, c'est le signifiant dans sa fonction passive de synchronie, mais dans sa fonction de coupure. Parce que le signifiant introduit une coupure, et donc une différence. Mais cette différence, c'est comme un accouchement. Ça ne vient pas tout de suite. C'est pas de l'ordre de la compréhension purement, mais c'est de l'ordre d'un processus, d'une élaboration. Et souvent, on est obligé d'y revenir plusieurs fois, jusqu'à ce que le patient dise « mais quelque chose s'est passé, je ne sais pas quoi, mais quelque chose, depuis la dernière séance, quelque chose est devenu très différent ». Et donc ce qui nous permet aussi à nous de croire dans le processus, de nous donner un point de repère par rapport à ce que nous faisons. Et donc à ce moment-là, on peut entendre aussi la répétition comme une forme de commémoration. Et ça permet de revenir un peu à la question que c'est souvent des dates qui peut-être au moment même n'ont pas été repérées en tant que telles, mais qui deviennent importantes dans l'après-coup, par la répétition, qui soulignent quelque chose s'est produit, et qui permet, donc qui est une forme de commémoration. Alors là, on peut être plus précis, une forme de commémoration de l'éruption d'une jouissance à un moment donné, mais qui peut-être a joué un rôle au moment donné, au moment où elle s'est réellement produite, mais souvent ça correspond à un moment oublié, perdu, mais qui est reconstruit, que l'analyse permet de reconstruire, mais qui aussi, en dehors de l'analyse, joue souvent un très grand rôle, que la vie de la plupart des individus est scandée par un certain nombre de commémorations. On
commémore un certain nombre de choses qui se sont produites dans le passé, qui est souvent le moment d'une rencontre, mais qui est aussi le moment de l'advenue de quelque chose de nouveau, donc en particulier la date de naissance. C'est la commémoration essentielle dans l'année de la plupart des individus. Et on sait à quel point la naissance est, est une commémoration extrêmement importante pour les enfants, mais aussi pour les adultes. On est extrêmement vexé si les personnes proches oublient notre date de naissance. Voilà. Et pour les enfants, ce serait absolument inimaginable. Mais l'acte de naissance, donc on parle justement, c'est un acte. C'est un moment, mais qui est transformé en un acte. Et l'acte de naissance n'est qu'un paradigme de l'émergence de ce qui est nouveau. Et donc, si on ne reconnaît pas la naissance elle-même en tant que le paradigme même de ce qui est nouveau, comment quelque chose de nouveau peut advenir dans sa vie? Et c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend, que du nouveau se produise, qu'on sorte de la répétition, qu'on sorte de la misère de la vie quotidienne, où tout se répète, ou de la grisaille, où tout est gris. Quelque chose de nouveau, c'est lié à de la joie, à de l'espoir, et surtout anime le désir. Donc tout ça pour énumérer les différentes incidences du temps et le facteur essentiel du temps comme étant lié et comme étant fondé par ce qui est nouveau. Une psychanalyse, si elle est l'effet d'une interprétation, vise essentiellement l'émergence du nouveau. Et donc ça c'est disons, c'est presque c'est à la fois la condition de la psychanalyse, c'est à cette condition-là qu'on peut dire qu'une psychanalyse a eu lieu, qu'elle a fait, mais c'est aussi une forme d'éthique liée à ce que on peut dire à cette lutte qui existe entre la vie et la mort. La mort étant dans la répétition du même, et la visée éthique serait de couper dans cette mêmeté, dans cette répétition, pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Alors la question qui évoque aussi la fonction des générations, comment l'individu se situe par rapport aux générations. On n'y a pas chaque fois accès au cours d'une psychanalyse, mais c'est dans le même ordre d'idées de l'analyse, de la répétition et de sortir de la répétition. Il faut souligner un facteur qui est tout à fait essentiel, un moment qui est souvent un moment tournant d'une analyse, qui consiste à repérer un signifiant qui joue un rôle déterminant dans la vie du sujet, de repérer ce signifiant comme provenant de la génération précédente ou des générations précédentes. C'est-à-dire que de repérer à ce moment-là pas la synchronie mais la diachronie du signifiant comme un vecteur, comme un facteur de traversée du temps, mais d'un temps qui permet de remonter en arrière une, voire plusieurs générations en arrière. Et donc, on peut dire qu'une analyse a comme visée de s'approprier sa vie, de s'approprier son corps,
de s'approprier son temps, c'est-à-dire de vivre pleinement dans sa génération à soi, c'est-à-dire de ne pas vivre la vie des parents, la vie de la génération précédente, d'une certaine façon de leur devenir infidèles, d'une certaine façon de les quitter. Et on peut dire, est-ce que c'est pas la première visée de l'homme tout court? Est-ce que c'est pas ce qui définit l'homme, l'être humain, d'être à même de quitter ses parents? Alors on dit, dans les religions, on sait qu'il y a la piété filiale joue un rôle essentiel. Il y a est-ce que c'est le 4e commandement ou le 5e, je ne sais jamais, qui dit honore ton père et ta mère. Donc effectivement, c'est marqué dans les 10 commandements, dans la Bible, mais il y a un commandement qui est plus ancien, donc les 10 commandements apparaissent dans le 2e livre de la Bible, de la Torah, qui est l'Exode, Shemot en hébreu. Dans le 1er livre, la Genèse, Bereshit, apparaît un commandement qui est peut-être le premier commandement de la Bible, qui dit presque le contraire. Il dit « tu quitteras ton père et ta mère ». C'est essentiel. Et une psychanalyse, c'est revenir à ce moment premier, à ce commandement premier, tu quitteras ton père et ta mère. Ça veut dire aussi, tu as le droit. Et c'est même, c'est pas seulement ton droit, c'est ton devoir. C'est le fondement de l'éthique, parce que c'est un commandement qui évoque aussi l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire, si après tu partages le lit avec quelqu'un, c'est pas avec ton père et ta mère, c'est avec quelqu'un d'autre. Donc ce qui veut dire que le facteur temporel, la façon dont le temps intervient dans la psychanalyse, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un point sur lequel il est important d'avoir réfléchi quelque peu, qui veut dire que surtout on a le droit de laisser quelque chose derrière soi. C'est souvent la culpabilité qui nous interdit de le faire. Et donc il y a, ou parfois aussi la honte, mais surtout la culpabilité qui nous lie, qui lie les générations entre elles. Il y a une culpabilité majeure des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et il y a une culpabilité majeure des enfants vis-à-vis de leurs parents. Et introduire une coupure à ce niveau-là, c'est autour de ça que tourne l'essentiel de notre travail clinique. Que les parents n'arrivent pas à lâcher leurs enfants, que les enfants ne s'autorisent pas à quitter leurs parents. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on n'a plus le droit de leur adresser la parole, mais tout simplement que le lien se transforme et devient autre.